Vous êtes la star de cette vidéo. Merci. Ça passera pas à l'écran. Qui je suis? Alors, de ma filiation, je suis la princesse Marilyn Douala-Mangabeil, la descendante de ce personnage qui est dans les manuels d'histoire de Rodolphe Douala-Mangabeil. Il était mon arrière-grand-père. De mon état civil, je suis la veuve d'un monsieur qui a été très important dans ma vie, monsieur Didier Chaube, dont je suis Emma, de mon état civil, Chaube, veuve Chaube, née Douala-Mangabeil. Et de mon statut, je dirais social, je suis sociale et professionnelle. Je suis la fondatrice d'une organisation qui s'appelle Douala Art, l'association Douala, et qui est une association dont je pense que nous parlerons un peu plus tard. Mais avant d'en arriver à la cofondation de Douala Art avec Didier Chaud, qui est malheureusement décédé, j'ai été pendant très très longtemps impliquée dans le développement social et rural principalement. J'ai travaillé pendant des années dans des ONG qui avaient pour mission d'accompagner des initiatives de développement, d'accompagner des personnes dans les villages pour élever leur capacité collective à transformer leur dynamique collective. Voilà, j'ai travaillé pendant plusieurs années aussi comme expert international dans des organisations multilatérales pour toujours des questions de développement, mais avec une optique socio-infrastructurelle, dans le sens de l'accompagnement pour la création de puits, par exemple, qui devaient être co-gérés par des habitants, etc., etc. Donc je suis passée par ces étapes professionnelle pour finalement me restreindre, entre guillemets, à travailler dans cette structure, l'association Douala Art, notamment, et je terminerai par ça en termes de présentation, à partir de la prise de conscience que le monde rural est en souffrance, a des nécessités de structuration humaine et d'infrastructure humaine et sociale, mais le monde urbain en a également besoin. Et je crois maintenant que les besoins dans le monde urbain, dans l'espace urbain, sont sans doute plus importants que les tragédies ou les difficultés que peuvent rencontrer les habitants de ce rural. Alors, je suis une personne qui se veut, en réalité, très discrète. Et évidemment, ça a été quelque chose de très important. C'est une reconnaissance personnelle. Il y a la reconnaissance de la structure dans laquelle j'évolue professionnellement. Mais là, c'était véritablement en mon nom, pour ma personne. Et ça fait toujours plaisir d'être reconnu pour la qualité de ce que vous faites. La médaille du Goethe Institut est une médaille qui a comment dire, une appréciation très positive en Allemagne, et une personne qui est médaillée est vraiment reconnue et a un statut particulier en Allemagne. Et aussi autour de moi. Ce qui m'a beaucoup... il y a deux choses qui m'ont vraiment, je dirais, ému, ou plutôt donné une satisfaction. C'est le fait que ce qui a été primé par cette médaille est la reconnaissance du travail interculturel que Douala Art est en train de produire. Je suis dans une action qui permet des activités intergénérationnelles, interculturelles, pour que des personnes qui sont ici ou de l'autre côté de l'océan, ici et de l'autre côté de l'océan, comprennent que nous avons des choses à faire ici. Ça, c'est la première chose qui m'a véritablement fait
donné satisfaction, c'est cette reconnaissance-là. Et la deuxième chose qui m'a vraiment aidé, beaucoup aidé, c'est que le Goethe-Institut ne donne pas l'argent avec le prix, avec la médaille, mais il permet un parcours de rencontre, de connexion à la demande du médaillé, de la médaillée que j'étais, pour rencontrer en Allemagne qui je veux rencontrer. Et grâce à cette médaille, grâce à cette contrepartie de la médaille, j'ai pu rencontrer notamment des personnes haut placées dans l'administration allemande pour les projets que je génère depuis cette période-là. C'est-à-dire, avant la médaille, j'étais déjà dans un processus. Après la médaille, j'ai pu avoir une amplification grâce à la reconnaissance de la médaille, une amplification de ce que j'avais commencé avant et plus de facilité pour le faire. La médaille du Goethe a été vraiment un moment, a été quelque chose d'important dans le basculement des activités que je défends et des combats que je mène. En réalité, dans un premier temps, pour des raisons de parcours personnel, je n'avais pas conscience de la filiation à laquelle j'appartiens. Euh, comme tout enfant, j'ai été éduquée, grondée, félicitée selon les actes que je posais. Mais c'est en arrivant au Cameroun, grâce à la perspicacité de mon mari, de mon ex-mari, que j'ai à plein compris qui était cette famille et ce que j'avais comme, je dirais, devoir, comme obligation pour respecter les actes que mes prédécesseurs, que mes ancêtres ont pu poser. Oui, je fais partie de cette famille qui, qu'on le veuille ou non, est visionnaire. Je fais partie de cette famille qui a posé des actes, d'hommes de cette famille, qui ont posé des actes pour les générations futures. Euh, et j'ai donc, en prenant conscience de ça, en étant stimulée, poussée par mon mari, je me suis investie dans des actions qui sont dans le fil de ce qui a été fait avant nous. Sauf que nous sommes dans un contexte camerounais où on est dans une société machiste et être femme, quand bien même porteuse du nom, est une grande, comment je dirais, un grand combat au quotidien. Ce que je porte aujourd'hui, je ne l'ai pas porté avec un soutien fort de mes parents, enfin mon père et mes frères du village ou de la communauté par extension. Tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai fait parce que j'ai le sens de la charge familiale, mais je l'ai fait envers et contre tous. L'amour. J'ai épousé un historien d'art franco-malgache qui a accepté de venir à au centre des deux pays dont il est issu, donc ni Paris, ni la France, ni Madagascar, le Cameroun. Et cet historien d'art et moi, nous avons très vite, en arrivant ici, moi j'étais déjà investie dans les activités de développement rural, il m'a rejoint, on s'est connus à Paris, il m'a rejoint, et on en est arrivé à la certitude que si nous n'avions pas une passion commune à, à partager, nous ne pourrions pas rester longtemps au Cameroun. Il se trouve que lui, amoureux du monde de l'art contemporain particulièrement, mais amoureux du monde de l'art en général, des arts en général, a très vite décelé une faille dans le développement culturel au Cameroun, c'est la marginalisation des artistes plasticiens. À l'époque, on parlait d'artistes plasticiens. Donc cette faille, il l'a très vite découverte et nous avons raisonné ensemble la manière dont notre mariage pouvait devenir une alliance. Et le point de départ, c'était consisté à accompagner, à faire sortir, faire émerger, avant d'accompagner, faire émerger
les dynamiques artistiques, plastiques, qui étaient sous-jacentes ici dans ce Cameroun. Et donc, ce qui m'a poussé à travailler avec le monde de l'art, c'est la démarche de mon défunt directeur artistique de Marie, qui a très vite vu que il n'y avait qu'un seul artiste plasticien à Douala qui se définissait comme un artiste contemporain et qui effectivement prenait des libertés avec la représentation. Les artistes, d'une façon générale, étaient très figuratifs, étaient principalement des artistes qui travaillaient pour euh, la commercialisation des expatriés. Donc, il y avait euh, un travail qui proposait des représentations exotiques, alors qu'il y avait d'autres choses à proposer. Donc, très vite, Didier Chaube a identifié ce qu'il fallait, comment il fallait pousser, stimuler une nouvelle création artistique. Et de mon côté, j'insistais beaucoup pour que cette création artistique ne soit pas de l'art pour l'art, donc simplement quelque chose qui soit séducteur, mais qui soit une conversation avec le social. Et donc notre alliance a permis de créer Douala Art, qui est partie de l'idée que la ville, je parlais de l'urbain tout à l'heure, la ville de Douala devait être enhanced, enrichie dans sa position, je veux dire, dans le monde de l'art et dans les grandes capitales du monde. La ville de Douala et ses habitants devaient être enrichis comme dans le sens de devenir une capitale où les arts visuels, les arts de la représentation et de leur dimension esthétique, poétique et politique, mais dans le sens du discursif, la ville de Douala devait être enrichie de tout ça. Et donc, artistique. Douala Art est né de cette alliance qui, à l'origine, était simplement une relation entre deux amis. Si je devais faire le choix d'un projet, un projet, ce serait le projet que nous avons dès les premiers temps de la naissance de Douala. Euh, ah là là, il y en a beaucoup. Mais le projet qui m'a le plus inscrit dans ce que nous sommes et faisons aujourd'hui, c'est le projet qui s'est appelé Douala POC 93. En 1993, 2 ans après la naissance de Douala, je suis toujours impliquée dans une activité professionnelle hors champ. Didier Chaube a quitté son activité professionnelle pour s'investir directement dans Douala. En 1993, avec le doyen des artistes que nous avons rencontré ici et qui est toujours vivant, Dieu lui prête longue vie, dit Coco Comenye, nous avons monté une opération dans ce quartier Madagascar qui était à l'époque encore en mutation, en pleine mue, juste en face du marché Madagascar, euh, avec des habitants qui sont arrivés là en étant exclus de différents lieux où ils étaient implantés dans la ville de Douala, notamment Niobel. Donc des personnes qui étaient dans une situation qui n'était pas tout à fait stable. Didier Chaube et Coco Comenye ont travaillé à réunir un certain nombre d'artistes seniors qui ont accompagné des jeunes. On ne va pas dire des artistes, mais c'était des personnes qui avaient déjà une relation à la couleur, au mélange des couleurs, de la peinture, etc. C'était des jeunes qui, dans leur majorité, travaillaient dans des ateliers de peinture publicitaire. À l'époque, on n'avait pas les affiches comme on peut les faire aujourd'hui, on n'avait pas les néons comme ils peuvent exister aujourd'hui. Et donc, c'était fait à la main, c'était magnifique. Et donc, Didier et Coco ont créé cette rencontre entre artistes seniors et jeunes pour peindre une palissade de chantier qui était juste en face du marché de Madagascar. Et la consigne qui a été donnée à ces jeunes qui vivaient là pour la plupart, hein, dans ce quartier, la consigne qui leur a été donnée, c'était, accompagnée par des artistes seniors, de donner les clés de lecture de ce quartier dans lequel ils vivent, où ils évoluaient. Et ça a été une opération sur 150 mètres, 5 micro-ateliers,
Donc, chaque atelier avait à sa tête un artiste senior et euh, cinq assistants, on va dire, euh, qui se sont donc déployés pendant une quinzaine de jours pour nous donner cette restitution de ce que ce quartier est ou était et de la manière dont les gens y évoluaient. Ça m'a beaucoup impressionné parce qu'en réalité, c'est le fondement de ce que nous faisons aujourd'hui. Et je me souviens, ça n'a pas été simple, mais c'était une très belle opération. On était dans la rue, on avait trouvé des chapeaux, il y avait des peintres, enfin c'était magnifique. Et c'était la première fois que des personnes, on va dire des habitants, on va dire des populations, c'était la première fois qu'ils étaient confrontés en vif à une création contemporaine. Et lorsque le travail s'est terminé, on a vu comment les mamans qui vendaient les tomates ou les piments se défendaient, comment elles défendaient le respect de cette palissade peinte. Ça a été un moment extraordinaire. Et je ne sais plus combien de personnes, on va dire 25, 30 personnes qui chaque jour se déployaient là, tous les soirs, se retrouvaient, surtout les artistes seniors, se retrouvaient dans un bar du quartier et on refaisait le monde. Dans un endroit plus populaire que ça, tu meurs. Et donc c'était vraiment un moment extraordinaire où il y avait des actes qui étaient posés, des personnes en face qui se sentaient concernées au point de défendre tout ce qui s'était passé là, et en même temps des personnes qui buvaient leur bière et entendaient comment l'art est euh, espace de transformation. Quel que soit le lieu où l'on vit, surtout nous les hommes, les femmes, les êtres humains, nous avons besoin d'un toit pour se protéger. Nous avons besoin d'un abri. Les animaux aussi. Sauf que la particularité des hommes, c'est de construire, de fabriquer à un moment donné des abris qui leur permettent de vivre dans des conditions agréables. Et ces abris sont donc fabriqués par les hommes et structurent leur intimité. Je parle d'architecture. L'architecture n'est pas forcément constituée de murs. C'est comment on occupe un espace, on en fait un espace d'intimité et comment on le fabrique pour une certaine ergonomie. Et donc, l'architecture est sans aucun doute la fonction qui permet aux hommes, aux êtres humains, de se fabriquer les éléments de leur identité. Parce que ça respecte normalement leur mode de vie. C'est pas toujours vrai parce qu'il y a des bâtiments qui sont construits et qui sont à l'encontre de la qualité de vie. Mais d'une façon générale, ce que nous investissons dans l'architecture, c'est un espace qui permette aux hommes et aux femmes d'avoir un bâti euh, qui participe à leur confort. Alors, c'est Didier Chaud qui m'a appris beaucoup de choses. C'est-à-dire, tout ce qui est art, c'est lui. Je me souviens quand on s'est connus à Paris avant qu'il vienne me rejoindre, il m'apprenait à regarder les bâtiments. Il m'apprenait à ce que nous faisons toujours au Cameroun, ne plus regarder la route pour savoir où je marche, mais la rue pour savoir où je marche, mais lever les yeux. Et il m'a fait découvrir qu'avec le temps, les architectures ont évolué. Et avec le temps, les besoins des habitants se transforment et s'inscrivent dans un processus. Je ne veux pas parler de progrès, je suis dans un processus. Et ces architectures qu'il m'a fait découvrir étaient témoins de certaines périodes de l'histoire de l'humanité, de l'histoire d'une ville, et des artistes contemporains dont nous défendons le travail sont avant toute chose des témoins de leur temps. Et c'est là où l'art contemporain et l'architecture pour moi se rencontrent. C'est à quel point le geste architectural témoigne d'une période de l'histoire et à quel point les artistes contemporains témoignent d'une période qu'ils traversent de leur propre histoire. Alors c'est très simple, hein, la pagode n'est absolument pas euh, en ce août 2025, au moment où nous parlons.
la pagode est très peu connue par les habitants de la ville de Douala. Fut un temps, au moment de sa construction, elle a été un événement. D'abord parce que elle a été construite, offerte par les fonds publics allemands. Elle a été réceptionnée en 1905, on est encore en pleine domination coloniale. Mais ce sont les gouverneurs et administrateurs coloniaux qui se sont battus pour offrir au roi Bel, à l'époque Mangane Doumbé, ce bâtiment. Donc ça, c'est un premier exploit. Parce que c'est une période où la domination coloniale est dorénavant très peu respectueuse des indigènes. Euh, la deuxième importance de la pagode, à mes yeux, et à l'époque de sa constitution, de sa création, de sa construction, c'est la première fois qu'il existe un bâtiment de propriété camerounaise, nègre, pour être très direct, à étage. Donc c'est un acte fort qui marque évidemment la puissance de celui qui en est propriétaire, mais qui marque aussi les esprits parce qu'à ce moment-là, les habitants camerounais de cette ville de Douala, qui viennent de toutes parts du Cameroun, et il y a même des personnes qui viennent d'autres colonies allemandes, du Togo, etc., les habitants réalisent que on peut être noir et avoir du pouvoir, et imposer sa place dans cet espace colonial de domination où on assujettit énormément les populations noires. Donc c'est un deuxième élément fort. Maintenant, juste aujourd'hui, il y a eu plusieurs périodes. La construction de la ville est telle que la pagode s'est noyée. Elle est entourée de bâtiments, d'immeubles. Fut un temps où les cartes postales représentaient la pagode et toute personne qui était passée à Douala pouvait témoigner de l'existence de ce bâtiment. Aujourd'hui, il ne représente rien pour les habitants de la ville, sauf ceux qui sont un peu attentifs à l'architecture d'une part et un peu attentifs à l'histoire de la ville. Mais une chose est forte avec cette pagode, c'est qu'elle est représentative par son architecture de la rencontre de culture. J'ai une hypothèse, et je suis sûre que je ne me trompe pas, mais l'idée c'est que elle est une construction représentative de l'architecture asiatique, avec ses toits en plusieurs pentes. Donc, c'est effectivement une pagode. Le mot pagode n'a pas été le mot que, à ma connaissance, le prescripteur de ce bâtiment a utilisé, mais il s'est inspiré sans aucun doute de cette architecture d'Asie. Euh, et mon hypothèse, et ça c'est une chose que j'aimerais bien à un moment donné, si Dieu me prête vie, mais bon, je fais beaucoup de choses, je ne peux pas tout faire. Euh, Mon hypothèse, Mangane Doumbé, le prescripteur de ce bâtiment, a fait ses études en Angleterre, à Bristol précisément. Et l'Angleterre a été aussi un pays de domination coloniale en Asie. Et donc, au moment où il fait ses études d'économie, de gestion, je ne sais pas comment on appelle ça à l'époque, il est sans aucun doute en relation avec des personnes qui viennent des autres colonies. Et sans aucun doute, il a vu des images, ou des photos, ou des dessins de ces architectures-là. Et quand bien même nous sommes dans la période de colonisation allemande, suite à la signature du protectorat, on est en 1905 pour la réception de ce bâtiment. Quand bien même nous sommes dans cette période-là, il a dû conserver en mémoire cette architecture et c'est celle-là qu'il a reproduite. Donc c'est encore une fois, et je pense que c'est quelque chose de très important et de fondamental pour moi, c'est notre identité contemporaine, on en parlera peut-être un peu plus tard, notre identité contemporaine, nous, Camerounais, nous, Douala, n'est rien d'autre que le fruit des rencontres culturelles entre ce que nous avons été à un moment donné et ce que nous sommes, et les rencontres culturelles que nous avons pu faire dans les parcours des uns et des autres. Ça veut dire, nous ne sommes pas dans la possibilité aujourd'hui de revendiquer
une identité passéiste venant de nos ancêtres, parce que ces ancêtres-là ont été confrontés à plusieurs identités, les ont embrassés, les ont entremêlés, ils sont devenus autre chose. La pagode est le symbole pour moi de cette rencontre des différentes identités. Il n'y a pas un bâtiment qui reste identique à lui-même, mais je pense qu'il faut en conserver au moins l'architecture. Maintenant, le contexte est tel que on n'a plus la même ventilation dans la ville comme au moment de la fabrication, de la construction de ces bâtiments. Donc, il est évident qu'il faut des aménagements si on veut les conserver dans leur architecture, c'est-à-dire dans leur forme initiale. Il est évident qu'il y a des aménagements. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on conserve ces bâtiments, ces traces de l'histoire. Je pense aussi qu'on devrait, malgré les changements écologiques, climatiques, etc., je pense qu'on devrait nous inspirer des techniques de construction à l'époque, parce que ces bâtiments avec des murs d'une certaine épaisseur, ces bâtiments en briques de terre, participent à une certaine qualité de vie. Donc oui, je pense que en tant que trace mémorielle et en tant que modalité de technique de fabrication, on devrait en conserver un certain savoir-faire. Donc, il est très très important de conserver des bâtiments d'avant, d'hier. Il est important de les conserver comme étant des éléments de collection, comme un collectionneur qui rassemble, qui engrange des formes, des objets, etc. Parce que ces archives vivantes que sont les bâtiments d'architecture, associées aux archives vivantes des discours que nous, voilà, invitons les artistes contemporains à mettre dans la ville. Je parlerai de la Nouvelle Liberté, par exemple, au rond-point de Daïdo. Ces archives euh, qui sont en perpétuel mouvement, mais qui doivent rester dans un esprit initial, doivent absolument être préservées, être considérées comme étant le passage sur Terre d'un certain nombre de personnes, d'hommes, etc. Et c'est parce que nous avons ce parcours d'hier, aujourd'hui, que nous pouvons nous inventer un demain sans rupture, sans surjoug de supériorité, sans surjoug, enfin, sans situation d'infériorité. Nous devons nous construire collectivement, évidemment, mais aussi nous rassurer individuellement. C'est pour ça que l'architecture a aussi sa part à jouer dans la manière dont nous pouvons nous sentir bien dans notre peau, individuellement, et avoir des relations collectives plus aisées, plus équitables. Archivons et ne mettons pas les archives comme étant simplement ce qui s'est passé hier, mettons les archives aussi comme étant ce que nous produisons aujourd'hui, qui seront les archives de demain. Et voilà, c'est très très important de se définir comme étant toujours partie prenante de la constitution d'un patrimoine. Je voudrais ajouter une chose. Doualart se bat pour que les uns et les autres prennent conscience de la nouvelle identité collective que nous avons. J'insiste beaucoup sur la question de l'identité visuelle, euh, de l'identité textuelle, discursive, par laquelle nous devons réellement ne plus avoir de complexe d'infériorité. Les Africains ont trop souvent un complexe d'infériorité qui se manifeste soit par une soumission absolue, un assujettissement à tel ou tel interlocuteur, surtout quand il est blanc. Le problème des architectes, je l'ai déjà dit, c'est que ce sont des professionnels qui mettent leur talent, leur métier à la disposition de quelqu'un d'autre. Et le commanditaire est roi, le client est roi. Mais ce qu'il me semble très important, c'est que les architectes puissent, dans la mesure du possible, influencer leurs clients dans le respect d'un mode de vie.
trop de clients aujourd'hui ont vu des choses qui sont à Dubaï, qui sont je sais pas, New York au Japon, à Tokyo. Euh, et les clients, demander la reproduction de ce qu'ils ont vu sans tenir compte de la manière dont ils seraient confortables dans leur environnement naturel qui est, par exemple, la ville de Douala, le Cameroun. Et donc, je pense qu'il faut vraiment que les architectes essayent, dans la mesure du possible, de montrer et de demander à leurs clients de faire le choix, donc devant une palette de possibles, de faire le choix de quelque chose qui appartient ou qui ressemble à ce que la personne veut être, mais qui en même temps lui permette de s'exprimer dans son identité singulière. Chaque individu a une identité singulière. Bon, et là, il s'agit de la relation à une personne ou à une famille. Il y a aussi, et je crois que l'ordre des architectes, je ne sais pas ce qu'il fait, il ne le fait pas, mais à mon sens, devrait être un incitateur, groupe de pression, on va dire, pour que les pouvoirs publics également, lorsqu'il s'agit d'investir dans des infrastructures, dans des bâtiments, euh, moi je vois le pont du Vouri, je trouve lamentable que quelque chose qui a été fabriqué il y a si peu de temps ne soit pas le fruit d'un test. Les architectes sont à cheval entre la forme et la fonction. Ce pont du Jouvry, c'est du n'importe quoi. On aurait pu avoir quelque chose qui soit beaucoup plus esthétique, qui ait une qualité esthétique, en même temps que sa fonctionnalité. Donc, je proposerais, j'inviterais, non pas les jeunes architectes seulement, mais le collectif, l'ordre des architectes, j'aimerais qu'il soit un peu plus fort pour être un peu mieux entendu, en supposant et ça je ne crois pas que ce soit vrai, qu'il y ait une harmonie, qu'il y ait une approche identique chez tous les architectes. Il y a des architectes qui sont des commerçants et qui n'ont pas forcément envie d'apporter une identité ou de consacrer à à l'esthétique une place vivante. Mais tout de même, je travaille sur l'identité. Je pense que les architectes et les urbanistes sont des personnes qui peuvent aider à définir une identité d'un espace, d'une ville, d'un quartier, d'un territoire. Et je crois qu'ils doivent faire beaucoup. Ils peuvent faire beaucoup pour transformer la relation que l'on a à nous-mêmes, pour transformer la représentation que l'on a de nous-mêmes. Il se trouve que, et je terminerai là pour cette question, euh, l'homme noir ne s'aime pas. Si nous avons comment dire, des gouvernances qui sont dans différents pays d'Afrique aussi rudes, euh, c'est parce que nous ne nous aimons pas. Un ami qui est décédé, Lionel Manga, qui n'est pas le citer, disait euh, ceux qui nous dirigent en général ont un gros problème avec leur enfance ou avec leur passé sur plusieurs générations. Et quelque part, ben, ils se font violence en même temps qu'ils font violence aux personnes qu'ils gouvernent. Et je crois qu'on doit avoir une meilleure estime de soi. Et l'architecture participe, je crois, à l'estime de soi. L'enjeu n'est pas le patrimoine architectural ou artistique. L'enjeu, c'est une conscience collective de la construction de quelque chose. Et derrière tout ça, c'est la, comment je vais dire ça, c'est la mise en commun d'un vocabulaire, de valeurs, de, de, de position, de positionnement. Et ces éléments-là reposent sur un dialogue pour qu'il y ait une diffusion d'idées et que chacun s'approprie l'idée euh, qu'il va partager avec ceux parmi lesquels cette idée-là est rentrée dans son esprit ou qu'il va partager avec des personnes qui n'étaient pas dans l'espace mais qu'il va rencontrer ailleurs. Pour qu'il y ait ce dialogue large spectre, il faut faire des coups spectaculaires. Et une construction d'un architecte provocatrice peut déléguer les langues
en invitant les gens à se poser la question, tiens, mais c'est quoi ça? Ça me parle, ça me parle pas. Comme l'art contemporain dans l'espace public. Pourquoi on a choisi de travailler dans l'espace public? C'est justement pour toucher en direct un petit nombre de personnes, mais pour ensuite que cette conversation se développe out of control. Mais c'est ça l'intérêt. Il faut que les gens se parlent pour aboutir à des éléments qui ne sont pas forcément consensuels. Le consensus est une négation de la singularité des êtres, mais qui soit un sujet à partir duquel on peut se déclarer d'accord ou pas d'accord, mais qu'on ait une capacité de le faire sans se mettre en tension, je veux dire, combative, sans que ce soit une guerre. Il y a un exemple qui nous a un petit peu inspiré, on n'a pas réussi à le faire, mais on travaille à ça. C'est les maisons des arts et de la culture que le président Senghor avait créées au Sénégal. Les jeunes aujourd'hui n'ont aucun ou rares sont les espaces où ils peuvent se retrouver pour dialoguer, j'insiste, ou alors pour questionner les choses. Il n'y a pas de maison disséminée ici ou là. Il y a l'école, dans notre contexte, est un système de mot-à-motage. Il faut apprendre par cœur pour pouvoir restituer. Donc, ce n'est pas un lieu d'épanouissement. C'est un lieu de socialisation. Mais de plus en plus, au Cameroun notamment, la question ethnique est en train de créer des ruptures dans cette socialisation. Nous sommes tous en train d'apprendre des choses communes, etc., etc. Donc, c'est pas un conseil à la jeunesse, c'est à ceux qui ont une responsabilité, quelle qu'ils soient, quelle que soit la responsabilité aussi, ceux, quels qu'ils soient, la responsabilité, quel que soit le niveau, c'est eux qui sont à interpeller. Parce que la jeunesse, euh, moi j'ai mis au monde des enfants, on les met au monde et ensuite on canalise, on leur donne la possibilité ou pas. C'est à ces personnes-là que moi je m'adresse pour dire faites en sorte que ceux qui viennent après vous puissent avoir les clés, pas forcément les moyens, mais puissent avoir les clés de compréhension, de difficultés et de la manière dont ils peuvent s'inscrire, poser leur marque dans la manière de surmonter ces difficultés-là. Et à la jeunesse, je dis, cette jeunesse est pléthore, elle est nombreuse, elle est d'une capacité d'invention exceptionnelle. Moi, j'ai longtemps méprisé les jeunes camerounais en disant ils n'ont pas la capacité de réfléchir, l'école ceci, les parents avec les systèmes de hiérarchie très dominatrice, interdisant l'expression des jeunes devant les parents. J'ai longtemps méprisé cette jeunesse en me disant ils n'ont pas eu les clés et ils sont en situation de soumission encore une fois. Et dans plusieurs des actions que nous avons menées, dans différents quartiers de la ville, dans différents villages, Doualart, dans des villages hors littoral, euh, j'ai été très surprise quand on donne quelques petits éléments de, quand on ouvre une petite porte, on ouvre la porte et on regarde et on entend et on se rend compte qu'ils ont une capacité exceptionnelle d'invention, d'inventivité, mais on ne leur donne jamais cette possibilité-là, ou rarement. Voilà. Et donc aujourd'hui, je me rends compte que la jeunesse est sans aucun doute avec un mort. Euh, je crains qu'elle ne soit poussée de plus en plus à devenir explosive parce que on n'ouvre pas, c'est une cocotte minute. On est dans une cocotte minute. Et je dirais à cette jeunesse, vous êtes beau, vous êtes intelligent, croyez en vous. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser. Parce que c'est au travers des questions que vous aurez à fabriquer vos propres réponses. Une première chose qui me manque beaucoup dans cette ville de Douala, ce sont des espaces verts. C'est une ville qui est en train d'étouffer et il faudrait qu'il y ait des espaces, des clairières d'aération. Ça, c'est la première des choses, de la verdure, de la végétation. La deuxième chose, je pense que, et ça j'interpelle les architectes notamment, et leur capacité de conviction auprès de leurs clients, j'aimerais qu'il y ait des architectures
qui ne soit pas de verre, de béton et d'aluminium. Je pense que avec le bois, même dans un climat aussi humide que Douala, euh, on peut avoir des éléments d'architecture en bois qui sont probablement en élévation, parce que la densité de population, la démographie est galopante. Je suis persuadée, en tout cas j'aimerais bien avoir une ville avec des architectures un peu plus créatives et qui respectent un peu mieux euh, la, l'oxygénation. Ah oui. Euh, Justement, dans le fil de ce que je viens de dire, alors je ne vais pas parler du festival que nous portons, qui s'appelle le Sud Salon Urbain de Douala, avec comment dire, l'utopie de croire que l'on peut faire de la ville un salon. Les gens s'installent confortablement, se parlent, prennent l'air, etc. Et nous avons une expérience d'un projet porté par un artiste que nous avons invité au Salon Urbain de Douala. Il y en a beaucoup, hein. Il y a eu 5 éditions, donc il y a beaucoup d'œuvres d'art dans la ville qui ont été créées, implantées au moment de ce salon urbain de Douala. Euh, J'aimerais bien, enfin, l'histoire qui me vient à l'esprit, c'est celle du jardin sonore de l'artiste Lucas Grandin, qui est malheureusement détruit aujourd'hui, mais que l'on va reconstruire sans doute différemment, puisque l'artiste, on aimerait bien le réinviter pour la prochaine édition du Sud, qui aura lieu en décembre 2026. Euh, il a fabriqué, avec les jeunes de Bonamti Daido, un jardin qui était une sorte de belvédère en triangle non isocèle. J'essaie d'avoir un vocabulaire à la hauteur de l'architecte. En tout cas, c'était une construction à 3 niveaux, avec tout autour des jardinières. Et évidemment des escaliers qui permettaient d'aller au sommet. Et ce jardin sonore avait pour particularité d'avoir des réservoirs d'eau, des réserves d'eau dans des containers, petits containers 1, et d'arroser les jardinières avec un système hydroponique des perfusions. Voilà. Et donc, on ouvrait la perfusion qui venait et l'eau s'écoulait du container vers des boîtes de conserve de différents diamètres, de différents volumes, et l'eau s'écoulait dans la terre et sur les plantes. L'ouverture que l'on donnait à la circulation de l'eau, des percussions d'eau. Ça tombait dans une boîte de conserve assez ronde, c'est top, top. Ou alors plus fine, c'est top, top. Et on pouvait vraiment jouer des percussions d'eau pour alimenter ces jardinières qui donnaient un espace vert, fabriqué par des jeunes du quartier. Et ce que Lucas a demandé, c'était de mettre dans ces jardinières des plantes, qu'elles soient cosmétiques, aromatiques, médicinales, provenant de notre ère écologique qui était en voie de disparition. Voilà. Ça, pour moi, c'est toute la, comment je vais dire, c'est toute la discussion sur l'art contemporain, l'architecture et la réponse à un besoin social. Pourquoi est-ce que ce jardin a disparu? Il a été trop fréquenté. Beaucoup de jeunes, beaucoup de parents. Alors, il y avait des œuvres qui se déclinent, mais à certaines œuvres, c'était des élèves qui sortaient de leurs écoles et qui venaient se mettre à l'air pour regarder leur cahier. À certaines heures, c'était des parents qui venaient avec leurs enfants pour se prendre l'air. Et à certaines heures, c'était des amoureux. C'était plutôt la nuit, des amoureux qui venaient fréquenter ce lieu-là. Et il a disparu du fait de sa fréquentation. Je pense que le bois que nous avons été utilisé n'a pas été suffisamment traité. On peut avoir des bois. Il existe encore dans cette ville de Dola une maison, au moins une maison en bois qui date de la période allemande. Et la période allemande, ça fait plus de 100 ans, ça fait 150 plus d'années en arrière. Donc voilà, ça c'est pour moi le projet qui rencontre, qui réunit toutes les conditions permettant aux habitants de la ville d'aimer cette ville, aux jeunes de se sentir euh, appréciés, en tout cas de sentir que quelque chose se fait avec et pour eux, et, à un quartier d'avoir un espace de fierté, parce que cette architecture, qui n'est pas avec des murs, je rappelle, l'architecture n'est pas avec des murs,
cette architecture était singulière et bénéfique. Au revoir. Au revoir.